Bonsoir. Vous connaissez sans doute ce tableau de Fernand Cormon du musée d'Orsay. Il s'agit de la fuite de Caïn. Est-ce ainsi qu'on peut imaginer les premiers migrants? En fait, dans la réalité aujourd'hui, l'image a bien changé. En 2018, le mot migrant évoque l'arrivée des réfugiés fuyant la guerre et la misère au Moyen-Orient, en Afrique. Ils sont bien mal accueillis. Face aux migrants, on constate souvent le repli sur soi, le rejet de l'autre. « c'est nous ou eux ». Certains font même leur fonds de commerce idéologique, justifiant les pires politiques d'exclusion. Combien savent que nous-mêmes, nous sommes tous, sans exception, le fruit d'une immigration, et venu d'Afrique justement. Mais cela date d'il y a longtemps, mais vraiment très longtemps. Et cela peut nous interroger. Alors, j'ai envie de vous en parler. Tout d'abord, longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire? Pratiquement, chacun vit avec une expérience de la vie courante qui tient à l'intérieur d'un siècle et demi. 5 générations. Nos grands-parents, nos parents, nous, nos enfants, nos petits-enfants. Les histoires qu'on nous raconte, notre expérience propre, nos souvenirs, font que dans ces limites, la notion de temps ne nous pose aucun problème. Au-delà, on a bien conscience d'entrer dans le domaine de l'histoire, où l'on compte par siècle. Le Moyen-Âge nous paraît alors bien loin, et encore plus l'Antiquité gréco-romaine et l'Égypte pharaonique. Le début de l'écriture, donc de l'histoire, remonte à 6000 ans, 60 siècles. C'est une durée assez difficile à concevoir. Dès qu'on aborde la préhistoire, donc avant l'histoire, l'échelle des temps change du tout, puisque l'on raisonne en dizaines, en centaines de milliers d'années, voire en millions d'années. Cela nécessite un effort pour imaginer une telle durée. C'est énorme et pourtant négligeable à côté de l'histoire de la vie qui dure, elle, depuis 3,5 milliards d'années. Les hominoïdés apparaissent il y a 40 millions d'années. Le plus ancien fossile est celui du proconsul, qui vivait au Kenya à l'époque du Miocène, il y a 20 millions d'années. À 19, 16, 14, puis 9 millions d'années, de grandes branches d'hominoïdés se sont détachées de notre lignée, pour aboutir aux grands singes actuels. La séparation des hommes et des chimpanzés se serait effectuée vers 6 millions d'années. Cette diapositive reprend un tableau du site hominidés.com que j'utilise souvent pour ne pas me perdre. C'est l'évolution de notre famille pendant les 7 derniers millions d'années de notre histoire. On y voit en vert les grands singes en bas, en brun foncé les premiers hominidés, en marron plus clair les australopithèques, en jaune les paranthropes et en orange les hommes, le genre Homo. Je ne remonterai qu'à 2 millions d'années pour vous parler d'Homo erectus. Son nom signifie littéralement « homme dressé, droit », et non un individu jouissant d'une sexualité et d'un organe étonnant, comme plaisantent les étudiants. Le premier exemplaire avait été découvert à Java par Eugène Dubois en 1894, qu'il avait appelé Pithecanthropus erectus, considéré comme l'ancêtre de l'homme, et peut-être le chaînon manquant entre le singe et l'homme qu'on recherchait à l'époque. Homo erectus est apparu grosso modo entre 3 et 2 millions d'années. Il a vécu jusqu'à moins de 100 000 ans. Il avait un volume cérébral compris entre 850 et 1100 cm3. C'est le premier hominidé qui dépasse les 1000 cm3, à comparer à nos 1350 actuels. C'est un chasseur redoutable, un super prédateur, consommant tout type de proie qu'il fait cuire. Les plus anciennes traces de foyer, impliquant la maîtrise du feu, datent d'au moins 1,4 million d'années en Afrique. Ces outils ne sont plus des galets aménagés, mais des bifaces. Cet outil est le couteau suisse de la préhistoire, qui permet de trancher, percer, scier. Il a une forme en amande que je trouve très esthétique. Par ailleurs, Homo erectus est le premier hominidé à migrer hors d'Afrique. Sur ce continent,
le climat devient plus chaud, plus aride. Les environnements marécageux et humides se raréfient, compliquant les recherches de nourriture. Et puis, selon certains chercheurs, des maladies parasitaires, voire virales, menaçaient les populations africaines. L'homme migre avec une partie de sa communauté écologique, lions, rhinocéros, etc., qui va l'accompagner jusqu'à ce qu'elle rencontre un obstacle, en l'occurrence la communauté écologique du tigre dans le sous-continent indien. Seul l'homme va aller au-delà, prouvant qu'il ne répond plus uniquement en fonction des conditions de l'environnement, mais qu'il analyse la situation et prend des décisions et s'affranchit de toute contrainte. Une étude de 2012 montre que Homo erectus aurait subi une erreur de duplication dans son génome qui aurait provoqué l'apparition d'un gène qui multiplie les connexions neuronales et lui permettent de traiter davantage de signaux nerveux. Ce gène est crucial pour la migration et on ne le retrouve que chez l'homme. C'est la première sortie de l'Afrique qui a eu lieu vers 2 millions d'années. Erectus va passer par la péninsule arabique et continuer vers le Pakistan, l'Inde, la Chine. Des recherches récentes au nord-ouest de l'Inde, dans la chaîne des Siwalik, révèlent des outils vieux de 1,9 million d'années. De même, une équipe du CEREJ d'Aix-en-Provence a également trouvé au sud-est de l'Inde près de 4000 outils vieux de 1,5 million d'années. Une autre voie migratoire aurait suivi la vallée du Nil, passant par la Turquie, le Proche-Orient et le sud de l'Europe. Les hommes partent donc vers le nord, suivant des routes migratoires qu'empruntent les grands troupeaux d'herbivores. Ce ne sont pas des exodes de masse, mais plutôt de petits groupes de chasseurs. On retrouve donc des restes fossiles d'Homo erectus en Asie, puis en Europe, toutes les zones vertes sur cette carte. Les paléontologues pensent que cette extension est rendue possible par le mode de vie d'Erectus. La bipédie, le langage, l'usage du feu, les outils efficaces, les liens sociaux et familiaux. Les hommes restaient dans le groupe familial et participaient à l'élevage des enfants. Les caractéristiques de la société patriarcale, nomade, sont à présent en place. Je voudrais vous donner quelques exemples des hommes retrouvés en Extrême-Orient et en Europe. En Chine, on a retrouvé de très vieux outils, des bifaces, dans des sites datés entre 1,6 et 2 millions d'années, mais aussi, et c'est plus rare, des ossements dont des crânes, vieux d'au moins 800 000 ans. Tout d'abord à tout seigneur tout honneur, le Sinanthrope, appelé maintenant homme de Pékin, découvert en 1933 à Zhoukoutian dans la colline des Os du Dragon. Il a été étudié par une équipe internationale dont le jésuite français Pierre Teilhard de Chardin. La photo que vous voyez ici est celle d'un moulage, car l'original a disparu, victime de la Seconde Guerre mondiale. Les paléontologues avaient empaqueté les ossements dans des caisses pour les envoyer aux États-Unis, où ils ne sont jamais arrivés, le navire ayant été probablement coulé par les belligérants. D'autres erectus chinois ont été découverts. Une remarquable exposition sur les premiers hommes de Chine s'est tenue en 2004 au Musée de l'Homme à Paris, qui présentait une douzaine de sites. Sur cette diapo, je ne vous ai indiqué seulement que Lantian et Longgupo. J'ai ajouté sur cette carte l'homme de Java, le fameux pithécanthrope d'Eugène Dubois, trouvé à Trinil en 1891, et l'enfant de Mojokerto, découvert en 1939. En Europe, de nombreux sites contenant des outils acheuléens sont indiqués sur cette carte. Sans vouloir les citer tous, je peux évoquer la grotte du Vallonnet en France méridionale, où ont été trouvés des galets aménagés, vieux de 700 000 ans, ou les sites de Soleillac dans le Massif central, Aculadero au sud-ouest de l'Espagne, Isernia en Italie, qui ont fourni des éclats taillés de la même époque. En Europe septentrionale, on pourrait également citer Karlich en Allemagne, Korolevo en Ukraine. Mais on ne trouve pas que des outils. Je citerai en particulier les travaux d'Eugène Bonifay dans le Velay, et sa découverte d'un foyer vieux de 650 000 ans dans la grotte de l'Escale, au Puy-Saint-Tréparade, tout proche d'Aix-en-Provence. Vous savez sans doute
qu'un autre foyer a été découvert à Terra Amata à Nice en 1966 par Henri de Lumley. Mais c'est à Ceprano, au sud de Rome, que l'on a trouvé en 1994 le plus ancien crâne d'un Erectus européen datant peut-être de 700 000 ans. Plus récemment, dans la grotte de Grandolina à Atapuerca en Espagne, on a découvert un Erectus de plus de 800 000 ans. Le premier Européen, baptisé de ce fait Antécessor. À ce stade de l'exposé, retenons que le premier migrant de l'humanité a été Erectus, qui, après s'être répandu dans toute l'Afrique, s'est dirigé vers l'Asie et l'Europe. Là, les conditions climatiques glaciaires l'ont bloqué. Il va peu à peu évoluer en une forme nouvelle, rebaptisée Homo heidelbergensis. Donc, vers 400 000 ans en Europe, le descendant d'Homo erectus est Heidelbergensis, identifié dans une sablière de la région de Mauer en Allemagne, puis dans d'autres régions, en Grèce, à Petralona, en France, Totavel, en Espagne, à Atapuerca. Sa capacité crânienne est de 1000 à 1300 cm3. Géologiquement, on est au Pléistocène, période où les glaciations cycliques couvrent parfois un tiers de la planète. La Grande-Bretagne est souvent sous les glaces. Certains glaciers font jusqu'à 3000 mètres d'épaisseur. Ces glaciations sont régulièrement interrompues par des interglaciaires, liés aux variations de l'orbite terrestre. C'est une époque peu propice aux migrations. L'Europe est pratiquement verrouillée. L'évolution humaine y va se faire en vase clos pour aboutir à Néandertal. Néandertal est découvert au XIXe siècle en Belgique, en Espagne, puis en 1856 dans la vallée de Néander en Allemagne. Ses plus anciennes traces en Europe datent de 120 000 ans. On connaît à présent 80 sites européens de Néandertal. Néandertal, c'est le seul véritable Européen de souche. Si de manière globale, la morphologie de Néandertal est semblable à celle d'Homo sapiens, il existe de nombreuses différences. Pour Néandertal, plus trapu, la cage thoracique est évasée. L'avant-bras est de même taille que le bras. Les membres inférieurs sont plus courts. Et bien sûr le crâne, avec une arcade sourcilière développée et l'absence de menton. Sa capacité crânienne évolue de 1500 à 1750 cm3, supérieure à celle d'Homo sapiens. L'étude de sa dentition et de ses mâchoires montre un régime alimentaire à base de viande, de coquillages, de mollusques, mais aussi, quand il en trouve, de fruits, de feuilles, de graminées. La génétique nous apprend que Néandertal avait la peau blanche et qu'il était roux. De nombreux outils ont été retrouvés dans l'environnement de Néandertal. Racloirs, pointes, couteaux, issus d'éclats de silex retouchés. Il utilise un débitage de la pierre efficace, le débitage levallois, qui permet de détacher des éclats en forme de carapace de tortue. À noter que de nombreux fossiles ont été trouvés dans une posture et dans un lieu qui démontrent que ces hominidés inhumaient leurs morts. C'est déjà le signe d'une spiritualité affirmée. La génétique apporte des renseignements précieux puisque des laboratoires comme celui de Leipzig peuvent à présent étudier l'ADN de quelques fossiles suffisamment bien conservés. Elle nous permet de reconnaître 3 populations de Néandertal en Eurasie. Une population occidentale en rose, une méditerranéenne en vert, une orientale en violet. C'est au sein de ce territoire asiatique que l'on a trouvé la grotte de Denisova, dans les montagnes de l'Altaï, au sud de la Sibérie. En 2008, Mikhail Shumkov fait une découverte étonnante. Il y a trouvé entre autres une phalange en mauvais état et une dent qui a tout de suite fait penser à un enfant de Néandertal. Il trouvera plus tard la phalange d'un orteil et une molaire. L'analyse de son ADN, extrêmement bien conservé, montre que ces vestiges ne sont ni ceux de Néandertal, ni ceux de Sapiens. On se trouve devant un troisième type d'homme, plus proche de Néandertal que de nous. C'est un Denisovien. On sait en plus que c'est une fille issue d'une union consanguine.
Des fouilles plus récentes ont mis au jour des preuves d'une occupation intermittente, remontant aux alentours de 125 000 ans. La stratigraphie de la grotte montre l'occupation par des Denisoviens, des Néandertaliens et des Sapiens à des époques proches, avec une succession probable de ces trois populations. Les Denisoviens travaillaient le silex comme les Néandertaliens en Europe. Ils pratiquaient le débitage levallois et se fabriquaient même des outils et des bijoux en os comme le faisait Sapiens en Europe. L'analyse de l'ADN mitochondrial, puis nucléaire, menée de 2010 à 2016 par les généticiens de Leipzig, montre que l'homme de Denisova aurait un ancêtre commun avec Néandertal, daté environ de 450 000 ans. Tous deux partageraient un ancêtre commun avec Sapiens, remontant à environ 660 000 ans. Il y aurait même eu des relations sexuelles entre ces trois populations. La génétique le prouve par des échanges de gènes. La diapo montre en rouge les pourcentages de gènes échangés entre les trois groupes. Néandertal transmet 1,5 à 2,1% de ses gènes aux hommes modernes. Il en transmet 0,5% aux Denisoviens. Celui-ci transmet entre 3 et 6% aux Mélanésiens modernes et aux aborigènes d'Australie, et 0,2% aux populations himalayennes. Les Papous auraient des gènes leur donnant des caractéristiques olfactives très supérieures aux nôtres. De la même façon, les habitants du Népal auraient hérité de gènes leur permettant de vivre aux hautes altitudes. Et puis on voit dans le coin à droite un homme inconnu qui transmet 0,5 à 8% de ses gènes aux Denisoviens. On sait donc qu'il existait, mais on n'a encore aucun fragment osseux permettant de le décrire. Dans un article paru dans Nature du 23 août 2017, Benjamin Verneau nous parle d'une adolescente de 13 ans, ayant vécu il y a 90 000 ans, nommée Denisova 11, dont la mère était une néandertalienne typique et le père un Denisovien. Elle était une métisse de première génération. Les différentes formes humaines, Néandertal, Denisovien puis Sapiens, progressent en Eurasie, se rencontrent et arrivent à se métisser. On a découvert récemment qu'il aurait existé deux populations de Denisoviens en Asie, l'une au nord de l'Himalaya, l'autre au sud. En Afrique, les Africains modernes se croisent avec des hommes plus archaïques. Au Moyen-Orient, on verra un métissage Néandertal-Sapiens, en Asie orientale, Néandertal, Denisovien, Sapiens. C'est par ce processus complexe que le genre humain va acquérir toute sa diversité et sa richesse. Mais revenons en Afrique, où Erectus engendrait un homme nouveau, Homo sapiens. C'était il y a moins de 500 000 ans. Sapiens est un Africain, donc noir, je tiens à le préciser, mais nous y reviendrons. Sa morphologie, vous la connaissez bien, c'est vous. Comme Néandertal, il sait faire des outils en silex, qu'il débite avec une technique identique au début, le débitage levallois, permettant de dégager les éclats en carapace de tortue, qu'ils peuvent ensuite transformer en pointe, couteau, racloir, grattoir, poinçon, etc. C'est l'industrie moustérienne de la période du Paléolithique moyen, pratiquée à la fois par Néandertal et Sapiens. Plus tard, Sapiens a inventé une deuxième méthode, appelée débitage laminaire, qui permettra de dégager un grand nombre de lames dont il sortira des outils très variés. C'est le Paléolithique supérieur. Il utilisera également, bien sûr, tous les autres matériaux disponibles, tels le bois, l'os, l'ivoire, etc. Sapiens est donc né en Afrique, ce qui est à présent bien prouvé par les données paléontologiques et génétiques. Les années précédentes, je vous aurais dit que le plus ancien fossile, vieux de 200 000 ans, a été trouvé à Homo Kibish, en Éthiopie. Mais on a appris en juin 2017 que l'homme de Homo Kibish est détrôné, car une équipe internationale vient de trouver 5 squelettes âgés de 300 000 ans à Djebel Iroud, au sud-ouest de Casablanca. Ces squelettes sont accompagnés d'un outillage en pierre obtenu par un débitage levallois, caractéristique du Paléolithique moyen.
Ce sont ces outils chauffés au moment de leur élaboration qui ont permis leur datation par thermoluminescence. Ce seraient donc à ce jour les restes les plus anciens d'Homo sapiens, donnant à notre espèce un coup de vieux de 100 000 ans. C'est dur à encaisser. Même Ariel Dombal, la Parisienne, qui est éternellement jeune, va avoir des difficultés à le masquer. En tout cas, c'est bien une nouvelle preuve que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais comme disait l'abbé Breuil, c'est un berceau à roulettes. On ne sait pas exactement où l'espèce est apparue. Je pencherai volontiers pour l'Afrique orientale, mais cela reste à prouver. On constate que tout comme son ancêtre Erectus, Sapiens va avoir à son tour des fourmis dans les jambes, se mettre en marche. Il commence bien sûr par l'Afrique. 300 000 ans à Djebel-Irhoud, 200 000 ans à Homo Kibish, 153 000 ans à Erto, 125 000 ans à Tamara. Pendant la période humide, le Sahara était vert et ne constituait pas une barrière à la progression humaine. Il va continuer sa route et finir par conquérir tout le reste de l'Afrique. Il sera 120 000 ans à Clasies River, en Afrique du Sud. Les Boshiman, les Pygmées, seraient des populations proches de cet ancêtre. Puis Homo sapiens va quitter l'Afrique. C'est le Out of Africa. Pour comprendre les causes qui ont poussé Sapiens à quitter l'Afrique, il faut imaginer ce chasseur-cueilleur vivant en petits groupes familiaux restreints. Il vit sur un territoire de quelques dizaines de kilomètres carrés sur lesquels il chasse les troupeaux d'herbivores. À certaines époques, il part également en voyage pour retrouver les clans de ses congénères, pour échanger ses techniques, ses savoirs et sans doute chercher des conjoints. Nous sommes dans une période interglaciaire où la température s'élève fortement. On est au stade isotopique 5. Disons rapidement qu'il est possible de connaître les températures du passé en mesurant les rapports des isotopes de l'oxygène O18 sur O16 dans les carottes de sédiments ou de glace. L'évolution de ce rapport montre que les températures varient beaucoup. Il permet de définir des stades isotopiques. Les stades impairs sont chauds, les pairs sont froids. Les conditions climatiques poussent les herbivores vers le nord à la recherche de pâturages moins secs. L'homme les suit, ils ont pu atteindre la vallée du Nil et suivent la côte entre 150 et 130 000 ans. La première vague migratoire n'ira pas au-delà du Proche-Orient car la population semble trop peu nombreuse pour créer les conditions d'une immigration plus poussée. Issus des voies migratoires sans savoir où elles les mènent. Certains même retournent sans doute vers le sud, empruntant le chemin inverse. Ce n'est pas un mouvement migratoire constant, mais des allers-retours incessants. La première voie de migration est donc la route du Nord, qui mène vers le Levant. On trouve en Palestine des sites vieux de 120 000 ans, à Kapzé, près de Nazareth, également à Skul et Taboun. La grotte de Misliya, près du mont Carmel, a révélé en juin 2017 la présence d'une mâchoire d'Homo sapiens vieille de 175 à 200 000 ans. On a également trouvé des traces de présence humaine à Chypre vers 130 000 ans. C'est sans doute à cette époque que Sapiens va faire la connaissance de Néandertal en Israël. Il partage avec lui la même culture moustérienne et comme il le fera plus tard en Europe, il va pratiquer une mixité sexuelle prouvée par un squelette de Sapiens dont les os contiennent 8% de gènes néandertaliens. Jean-Jacques Hublin explique que les gènes de Néandertal présents dans notre génome et qui sont identiques de Madrid à l'Asie proviendraient de cette rencontre au Moyen-Orient il y a plus de 120 000 ans. Vers 60 000 ans, une nouvelle voie de migration se crée par le détroit de Bab el-Mandeb et le golfe Persique. La mer est plus basse, le passage peut se faire à pied sec. Il progressera le long des côtes de quelques dizaines de kilomètres à chaque génération, ouvrant ainsi la voie vers l'Iran, le Pakistan, l'Inde. Cette route asiatique est semée d'embûches, avec des montagnes, des fleuves, des estuaires, des deltas, obligeant l'homme à rechercher des gués possibles, voire remonter à la source des rivières. On a bien sûr des traces paléontologiques et génétiques de ces populations. On voit sur cette carte que les deux routes ont permis de traverser l'Asie. La route nord,
Elle est empruntée entre 60 000 et 40 000 ans. Elle longe le lac Baïkal. Elle laisse les sites de Malta et de Buret. Elle se dirige vers la Sibérie orientale. L'homme prolonge son voyage vers l'est. C'est la route qui l'amènera à l'extrémité du continent, vers 17 000 ans, prêt à passer en Amérique par le détroit de Bering. Il arrive au Japon vers 38 000 ans, par Okinawa, puis par Tsushima. La route sud, elle, passe par l'Inde, le Pakistan. Elle permet à Sapiens d'atteindre la Chine vers 45 000 ans, où il s'installe, puis continuera vers le sud-est asiatique, vers la Malaisie, Bornéo, les Philippines, Java, Flores, la Nouvelle-Guinée. C'est sur la route sud que Sapiens rencontre les Denisoviens, au sud de l'Himalaya. C'est pourquoi on retrouve leurs gènes dans les populations mélanésiennes et australiennes, comme l'ont montré les chercheurs de Leipzig. Puis vers 40 000 ans, une troisième sortie migratoire se dirigera vers l'Europe, mais nous y reviendrons. Les distances parcourues nous paraissent énormes, mais au rythme de 30 km par génération, il y faudra 15 000 ans pour aller de l'Afrique à la Chine. Les dates des fossiles d'Homo sapiens asiatiques sont parfaitement compatibles avec cette évaluation. Et puis, l'homme va passer du sud-est asiatique vers l'Australie. Vous vous posez sans doute une question. On sait déjà que l'homme est un bon marcheur, mais comment a-t-il pu atteindre l'Australie? Bien sûr, le niveau de la mer était beaucoup plus bas, d'une centaine de mètres. L'Australie, la Tasmanie, la Nouvelle-Guinée formaient une masse de terre, le Sahul. De même, Bornéo, Java, Bali, Sumatra étaient rattachés à l'Asie, le Sunda. La séparation entre les deux est appelée la zone de Wallace, et pour la traverser, il faut se mettre à l'eau. La distance de navigation était considérablement réduite, une centaine de kilomètres tout au plus, mais sans escale possible. Cela nécessitait une navigation d'au moins 7 jours. Les premières traversées vers 40 000 ans nécessitaient un haut degré de cognition. C'est une expédition qui forcément est intentionnelle et anticipée. Les navigateurs devaient se projeter dans l'avenir, préparer des provisions d'eau douce et de nourriture, pouvant s'orienter en mer, maintenir un cap, mettre au point un système de propulsion, voile, rame, etc. Deux itinéraires étaient possibles. La voie sud nous paraît la plus rapide, mais de forts courants existaient dans le détroit et devaient être dissuasifs. Jean-Marie Humbert pense que c'est l'autre voie qui a dû être privilégiée, car il y a des montagnes suffisamment hautes pour servir de cible et d'amer. Une expérimentation effectuée en 1990 a montré que cette navigation était possible. Et Sapiens accoste en Australie entre 50 et 40 000 ans. Pour fonder une population viable sur le continent, les premiers Australiens ont dû être nombreux à effectuer la ou les traversées, avec sans doute des allers-retours multiples. Une discussion que j'ai eue le 19 août dernier avec un chercheur au Musée national de préhistoire des Asie laisse à penser qu'il va peut-être falloir revoir les dates de l'arrivée de l'homme en Australie de quelques milliers d'années. Il se passe toujours du nouveau en préhistoire. L'Australie, qui constitue un but pour les gens du Sunda, deviendra beaucoup plus tard une étape permettant l'aventure vers l'Est. Sapiens arrive en Mélanésie 2000 ans avant notre ère. Des études d'ADN ont montré que les Mélanésiens devaient près de 3% de leurs gènes aux Néandertaliens et de 1,1 à 6% aux Denisoviens dont je parlais plus haut. Il y a donc eu un brassage de gènes entre les différentes humanités présentes. Et puisque je parle de gènes, disons un mot des Mélanésiens blonds des îles Salomon. Des chercheurs de l'université de Stanford en Californie ont montré que c'était dû à un gène spécifique différent de celui des Européens blancs. Ils ne sont donc pas le fruit de colonisateurs venus de l'Europe. Le gène en question est TYRP1, il est situé sur le chromosome 9. Les Mélanésiens se sont ensuite dirigés vers Samoa, base de la conquête de toute la Polynésie, sur des pirogues à balancier. Ils ont atteint l'île de Pâques vers 1800 avant notre ère. Mais arrêtons là ces vacances paradisiaques dans les îles du Pacifique. Une autre destination nous intéresse tout particulièrement, c'est l'Europe.
Les premiers sapiens étaient arrivés au Moyen-Orient dès 130 000 ans, comme on l'a vu plus haut. C'est seulement à partir de 48 000 ans que la migration vers l'Europe devient possible, car on est dans une interglaciaire très fluctuante, au stade isotopique 3. Et le passage est ouvert via l'Anatolie et la Roumanie, ouvrant deux routes, l'une méditerranéenne vers l'Espagne, l'autre passant par le Danube, le Jura souabe, vers la Belgique. Entre 36 et 29 000 ans, Sapiens s'étend sur tout le continent. Les sites archéologiques montrent la présence de deux populations humaines sur tout le territoire européen. Néandertal en vert, Sapiens en rouge. Les fluctuations climatiques ne vont pas cesser. Le maximum glaciaire arrivera vers 20 000 ans, faisant baisser le niveau de la mer de 120 mètres. L'homme pourra passer vers l'Angleterre à pied sec par le Doggerland. En France, c'est l'époque de la culture solutréenne avec ses pointes à cran qui arment les saguets. Le réchauffement se produit vers 18 000 ans qui permet la recolonisation de toute l'Europe septentrionale qui se libère de ses glaces. En suivant les troupeaux de rennes, les Magdaléniens vont vers la Pologne et au-delà. L'arrivée de Sapiens en Europe il y a 40 000 ans coïncide avec la disparition progressive de Néandertal. Y a-t-il eu élimination ou absorption? Les paléontologues estiment la population de Néandertal en Europe à environ 200 000 personnes pendant les périodes climatiques les plus favorables. C'est très peu. D'autant que sa dispersion dans toute l'Europe était très grande. Le nombre de femmes en état de se reproduire était encore plus faible. Certains l'estiment à environ 10 000. La consanguinité devait être importante, entraînant l'affaiblissement de toute l'espèce. Quand Sapiens est arrivé en Europe, au Paléolithique moyen, ce sont des centaines de milliers d'hommes qui déferlent par vagues successives, apportant peut-être des maladies nouvelles, comme l'arrivée des Espagnols en Amérique du Sud au XVIe siècle. On ne trouve pas de traces de guerre entre les deux populations humaines, on sait simplement que quand Sapiens progresse et occupe de nouveaux territoires, Néandertal recule. Ces dernières traces se retrouvent au sud de l'Espagne, à Gibraltar. On sait de plus en plus que les deux populations se sont rencontrées. Elles ont mis en commun des traces culturelles dont on retrouve des vestiges, les outils, les parures, les gravures. Et puis nous avons en nous des traces d'ADN des Néandertaliens. Ou, plus exactement, des Néandertaliennes. Car les gènes du chromosome Y, donc mâle de Néandertal, sont absents du génome de l'homme moderne. Les femmes sapiens fécondées par des Néandertaliens devaient faire des fausses couches, car elles développent des antigènes responsables de réactions immunitaires, ainsi que l'ont démontré les généticiens de Stanford en Californie. Excusez-moi. En 2013 à Marseille, les preuves d'un métissage entre Néandertal et Sapiens sont apportées par une mâchoire pourvue d'un véritable menton, donc moderne, et dont le génome est typiquement néandertalien. Il semble que notre immunité à diverses maladies serait l'héritage d'un gène de Néandertal, le gène STAT2. De la même façon, nous aurions hérité également de gènes concernant la coagulation sanguine, notre système immunitaire, la kératine de notre peau. Ces gènes, qui pouvaient être des avantages dans une population de chasseurs-cueilleurs, seraient la cause d'inconvénients dans notre population moderne, engendrant des maladies telles que le diabète, les AVC, les maladies immunitaires, les allergies. Il y a donc eu métissage entre Sapiens et Néandertal, entre les immigrés africains et les Européens de souche. Et les métis, c'est nous. J'ai dit précédemment que Sapiens avait traversé l'Asie pour se retrouver vers 17 000 ans à proximité du détroit de Bering. Une question est récurrente dans le monde des préhistoriens, qui étaient les premiers Américains. Traditionnellement, 4 théories ont été avancées. Première théorie, des tribus asiatiques venues de Mongolie ou de Sibérie auraient traversé le détroit de Bering à pied sec à la poursuite de leur gibier. Ce passage aurait été possible à différentes périodes. On évoque 60 000, 23 000, 17 000 et peut-être 13 000 ans.
l'arrivée en Alaska ne devait pas être très radieuse, car le couloir du Labrador était environné de 2 immenses calottes glaciaires. Même les tigres de Sibérie ne s'y sont jamais risqués. Deuxième théorie, certains suggèrent que les premiers immigrants en Amérique auraient pu suivre les côtes en bateau depuis les rives de Corée. Ça, faudra le dire à Trump. La déglaciation des côtes de l'Amérique du Nord aurait effectivement débuté il y a environ 17 000 ans. Troisième théorie, d'autres scientifiques croient plutôt que les premiers habitants de l'Amérique auraient traversé l'océan Pacifique en bateau pour arriver d'abord en Amérique du Sud. On a découvert des dizaines de squelettes en Argentine, au Chili, au Brésil, squelettes vieux de 35 000 ans et qui semblent présenter des caractéristiques typiques des peuples polynésiens ou des aborigènes d'Australie. Ces squelettes seraient antérieurs aux ossements nord-américains. Quatrièmement, la plus récente théorie suppose une migration humaine venue d'Europe. Les auteurs s'appuient sur des similitudes entre les pointes Clovis d'Amérique du Nord et les pointes des Solutréens qui occupaient l'actuel sud de la France, l'Espagne, le Portugal. La génétique semble confirmer la première hypothèse. L'ADN des ossements fossiles américains montre que les premiers migrants sont venus de Sibérie vers 18 000 ans. Mais on se trouve devant une énigme qui montre une divergence entre les données génétiques et des preuves paléontologiques. En effet, plusieurs squelettes ont été découverts en Amérique du Sud qui pourraient avoir entre 30 et 50 000 ans. Par contre, une fois en Amérique, on assiste à une migration le long des rives pacifiques, entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. La génétique montre même que certains habitants de Colombie ou du Venezuela sont remontés vers le Mexique et les États-Unis. De la même façon, des groupes fraîchement américains auraient repris à un moment de leur histoire le chemin inverse, vers l'Asie, comme en témoigne la part d'ADN amérindien dans les gènes des actuels peuples côtiers de Sibérie. Tout ce qu'on vient de voir montre que Sapiens est effectivement un bon marcheur. Voilà une carte quelque peu étonnante. C'est la carte du monde, vue du pôle Nord. Le pôle est situé au centre. Vous avez à gauche l'Europe, au-dessus l'Afrique, au-dessous l'Asie et l'Australie. À droite, vous avez les deux Amériques. Les cercles de couleur vous donnent les dates établies à partir des analyses génétiques des mitochondries. De 170 à 130 000 ans, Sapiens est en Afrique. 70 à 60 000 ans, il est en Asie. 50 à 40 000 ans, en Australie et en Europe. 35 à 25 000 ans, il est en Amérique du Nord et au Japon. 15 à 12 000 ans, il est en Amérique du Sud, ce qui, nous l'avons vu, ne coïncide pas avec les données paléontologiques. 9 à 7 000 ans, il est dans les territoires arctiques au fur et à mesure de la fonte des glaces. Tout le Paléolithique a donc été une importante période de migration de l'homme qui a réussi à s'implanter sur tous les continents de la planète. La température va enfin s'adoucir. Nous entrons dans la période géologique qu'on appelle l'Holocène. Le niveau de la mer s'élève du fait de la fonte des glaciers et de la dilatation des océans, comme dans les thermomètres liquides. Les rennes, les ours, les renards polaires fuient vers les pôles. Le mammouth disparaît. Des forêts s'étendent sur le globe. Le cerf a remplacé le renne. Les techniques de chasse se modifient. L'arc remplace les saguets et les propulseurs. On est au Mésolithique. Une anecdote m'amuse beaucoup. Nous avions dit qu'à sa sortie d'Afrique, Sapiens avait la peau noire. Le climat européen plus froid, le soleil plus rare, ont fait qu'il s'est peu à peu éclairci pour pouvoir synthétiser la vitamine D dont il avait besoin. On a trouvé au nord-ouest de l'Espagne, dans une grotte sur le site de la Brania, un homme mort il y a 8000 ans. Grâce à une dent bien conservée, les chercheurs ont pu reconstituer la séquence ADN quasi complète. Le crâne a permis la reconstitution de son portrait robot, que l'équipe a même pu coloriser, car les gènes indiquaient qu'il avait les yeux bleus, la peau et les cheveux foncés. Voici donc à quoi ressemblait cet homme au Mésolithique. Cet individu possédait la version africaine des gènes déterminant la couleur de la peau.
Mais il avait également les gènes qui s'expriment par des yeux bleus chez les actuels Européens. Jusqu'à présent, on ne connaissait pas cette combinaison d'une peau sombre et des yeux bleus. Il était admis que les hommes préhistoriques européens étaient déjà tous blancs. Plus récemment, les chercheurs du Natural History Museum de Londres ont analysé le génome de l'homme de Cheddar, célèbre britannique daté de 10 000 ans. Ils ont trouvé qu'il avait une peau sombre et les yeux clairs, comme les autres Homo sapiens de l'époque. Ce que n'attendaient pas les Anglais. En fait, la peau claire ne serait prouvée qu'à partir de 8500 ans. Il va donc falloir colorier tous les livres sur les hommes préhistoriques que vous avez pu offrir à vos enfants. Puis, assez rapidement, apparaissent les premiers villages au Proche-Orient, entre 13 000 et 9 000 ans. Le néolithique est caractérisé par deux révolutions. En premier lieu, la sédentarisation, puis l'agriculture. Tout d'abord, les hommes qui ont toujours été nomades commencent à se fixer. Ils se fixent alors qu'ils n'ont pas encore inventé l'agriculture. Des groupes humains se regroupent en villages, dans des huttes rondes, dont la base est en pierre sèche et les murs en torchis. Les villageois vivent de pêche, de chasse, de cueillette de baies, de légumineuses, de céréales sauvages. C'est l'époque où sont inventées les haches polies et la céramique qui apparaît vers 7000 ans au Proche-Orient comme en Afrique du Nord. Elle implique une chaîne opératoire complexe, modelage, séchage, polissage, cuisson contrôlée, et donc une grande maîtrise du feu et des fours. De 15 000 à 5 000 ans, les villages se structurent. Les maisons deviennent souvent rectangulaires, en briques crues. Le sol est parfois pavé ou dallé. L'accès se fait par le toit, puis petit à petit par des portes donnant sur des ébauches de rues. À Jéricho, on trouve le premier bâtiment collectif datant d'environ 10 000 ans. Une tour en pierre sèche de 10 mètres de diamètre, 8,50 m de hauteur. Et puis on va voir les premières constructions monumentales, comme celle trouvée à Göbekli Tepe, en Anatolie, datant d'au moins 9000 ans. Notons que les premières civilisations apparaissent toujours le long des grands fleuves, ici le Tigre et l'Euphrate, mais également l'Indus, le Nil, le fleuve Jaune, etc. Au Moyen-Orient, les premières implantations néolithiques se cantonnaient aux contreforts occidentaux des monts Zagros. Les pluies suffisaient à la croissance du blé et de l'orge sauvage. Les éleveurs avaient domestiqué les moutons, les chèvres, les bovins, les porcs, le chien. Puis les techniques agricoles vont se développer dans les plaines alluviales entre le Tigre et l'Euphrate, vers 8 à 9 000 ans. Les premières cultures concernent l'engrain, le blé, l'orge, les pois, les lentilles. Les graines sont broyées grâce à l'invention des meules et des molettes et sont conservées dans des vases de pierre. Une partie des graines récoltées sera conservée pour être à nouveau semée. À l'exception des populations basques, qui descendraient directement des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique, les populations du Néolithique européennes sont donc originaires du Moyen-Orient. On peut suivre génétiquement leur progression en Europe. Un courant méditerranéen, 7000 à 6000 ans, qui correspond aux populations cardiales, appelées ainsi à cause de leur céramique ronde, décorée par impression de coquilles de cardium. Leurs habitations sont en pierre sèche, ils pratiquent l'élevage de la chèvre et du mouton. Et un courant danubien, vers 5500 ans, qui est une migration paysanne allant du delta du Danube vers l'Europe septentrionale. Les cultures se font sur sol brûlé, entraînant une déforestation progressive. Leurs habitations sont de grandes maisons collectives, 10 à 40 mètres de longueur, à 5 rangées de poteaux. Leurs céramiques sont dites rubanées du fait de leur décor incisé en forme de ruban. Mais ces nouveaux migrants ne sont pas seuls en Europe. Nous nous souvenons que 30 000 ans plus tôt, les sapiens du Paléolithique sont arrivés, ceux qui avaient rencontré Néandertal et dont nous avons déjà parlé. En quelques milliers d'années, ces sapiens ont conquis toute la place. Ce sont eux également qui ont vu le climat européen changer et se sont adaptés au mode de vie mésolithique, troquant le propulseur et la sagaie pour l'arc et la flèche.
Quand à partir de 5 à 6 000 ans, les néolithiques du Moyen-Orient arrivent en Europe, on peut se demander quel accueil leur réservent les autochtones. Bien sûr, il s'agit cette fois de la même espèce, Homo sapiens, qui doivent avoir des ancêtres communs de plus de 30 000 ans, mais qui ont évolué de façon différente. Les uns sont encore chasseurs-cueilleurs, les autres agriculteurs-éleveurs. L'accueil n'a sans doute pas été toujours très chaleureux, surtout que les nouveaux venus incendiaient les forêts pour pratiquer les cultures. Je ne pense pas toutefois qu'il y ait eu des apéros vin rouge saucisson. Mais allez donc savoir. Depuis 2015, on dispose de données génétiques montrant que les mélanges de gènes n'ont pas été abondants, tout au plus 7 à 11%. Le mélange de population a été plus courant dans les Balkans, puis dans le courant danubien. Les chasseurs-cueilleurs méridionaux ont préféré partir vers le nord pour éviter les contacts avec les populations cardiales méditerranéennes. Est-ce la raison pour laquelle les gènes de Cro-Magnon sont mieux représentés chez les Scandinaves que chez les habitants actuels de Dordogne? Mais petit à petit, les acculturations vont se produire et la vie sédentaire se généraliser. Les anciens chasseurs-cueilleurs vont connaître les joies du travail harassant, les mauvaises récoltes, les maladies plus fréquentes en présence des animaux domestiques. J'en passe et des meilleurs. Autre conséquence, étendre son habitat à la planète entière a permis à Homo sapiens de connaître une extension rapide en nombre. Cette figure essaie d'évaluer l'évolution de la population humaine mondiale depuis 60 000 ans. Attention, les coordonnées sont logarithmiques. Pendant tout le Paléolithique, la population mondiale a dû être très réduite. On l'estime à 600 000 au Paléolithique inférieur, quand l'homme sort d'Afrique. Vers 40 000, il occupe toute l'Eurasie et décuple ses effectifs. C'est le Paléolithique moyen, lorsqu'il rencontre Néandertaliens et Denisoviens. Au Paléolithique supérieur, il passe de 6 à 8 millions d'individus. La croissance va devenir très rapide au Néolithique, avec l'apparition de l'agriculture. Le changement du climat et du mode de vie vont faire que les hommes peuvent à présent produire leur nourriture et constituer des réserves. La sédentarisation va également avoir une influence sur la natalité et être la cause d'un véritable baby-boom. En effet, au Paléolithique, les nomades transportent leurs enfants avec eux, ce qui maintient un contact quasi perpétuel du bébé avec sa mère. La période d'allaitement est donc plus longue. La femme ne peut être enceinte. Avec la sédentarisation, le bébé est plus souvent éloigné de sa mère. Celle-ci redevient plus rapidement fertile pour de nouvelles grossesses. La fertilité peut ainsi être portée à plus de 8 enfants par femme. La population atteint 100 millions à l'âge du bronze, 400 millions au Haut Moyen Âge. Mais le grand bond démographique se fait avec l'apparition de l'industrie pour atteindre 7,5 milliards d'individus actuels et peut-être 9 milliards à la fin du XXIe siècle. Si les chiffres vous amusent, je peux vous dire que les mathématiciens des Nations Unies, World Population Prospects, ont intégré ce genre de courbe pour arriver à une évaluation étonnante. La population humaine, depuis ses origines, aurait produit 106 milliards d'individus. Je suis incapable de vous garantir l'exactitude de cette estimation. Mais nous en arrivons à la période historique, qui n'est déjà plus de mon domaine. L'homme moderne continue à bouger, à chercher au rythme des modifications climatiques de meilleurs territoires, quitte à annexer la propriété des autres. Je pense qu'un historien serait plus apte à vous parler d'autres migrations qui ont jalonné les 6 derniers millénaires. Attila, Gengis Khan, Alexandre le Grand, César, les Huns, les Vikings, les Goths, les Maures, etc., etc. Puis plus proche de nous, les États européens tels que le Portugal, l'Espagne, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la France ont conquis les autres continents pour exploiter les richesses et apporter, paraît-il, la civilisation. Ils ont en plus déplacé des millions d'esclaves à partir du XVIe siècle vers les plantations sucrières du Brésil, des Caraïbes, de la Louisiane. Il ne s'agissait plus de migration spontanée, mais d'un commerce juteux, très loin de la morale. L'abolition de l'esclavage a pris beaucoup de temps pour s'imposer dans nos pays. Savez-vous que d'après l'UNESCO,
il resterait encore plus de 45 millions d'esclaves actuellement dans le monde. On voit à l'heure actuelle l'homme omniprésent sur toute la Terre, quelles que soient les conditions climatiques. On le voit visiter la Lune, préparer des expéditions sur Mars. Rien ne semble pouvoir arrêter sa bougeotte, qui est extraordinaire. Malheureusement, il est particulièrement choquant de voir que, dans le même temps, les migrations au XXIe siècle deviennent le résultat de fuites devant la guerre, la faim ou la misère. Tresser des murs, édifier des barbelés, équiper des garde-côtes pour les contenir ne semblent pas être des signes de progrès. Les migrations sont aussi anciennes que l'humanité. Si l'homme a migré hors d'Afrique, ce n'était pas par curiosité, par esprit de découverte. C'est plutôt qu'il subissait les modifications écologiques de la planète, les changements climatiques, la croissance démographique. Lorsque la température devient trop chaude, que les milieux humides disparaissent avec leur flore et leur faune, on voit l'homme partir à la recherche de territoires plus favorables, fuir les famines, la surpopulation et peut-être les épidémies. Il est significatif de voir que c'est lors des interglaciaires, quand la température est élevée, au stade isotopique 5 et 3, que les migrations prennent de l'ampleur. Au néolithique, au stade isotopique 1, ses besoins de terres cultivables, sa recherche de matières premières et de métaux accentuent le phénomène. Nous sommes toujours dans le stade isotopique 1, où l'interglaciaire va encore continuer quelques milliers d'années, mais où l'activité humaine et son développement industriel accélèrent le réchauffement. On sait qu'au-delà de 10 000 ans, le climat de la planète devrait revenir vers une nouvelle période glaciaire. Je ne serai plus là pour vous raconter la suite de l'histoire. Alors je vais arrêter là pour ne pas vous lasser davantage. En conclusion, retenons que l'homme est le seul primate migrateur qui est inféodé à aucun milieu, contrairement aux autres grands singes, liés aux milieux arborés. L'histoire de l'humanité, depuis 2 millions d'années, n'aura été qu'une longue suite de voyages, de migrations à travers la planète, mais aussi de mélanges, de métissages qui ont façonné nos civilisations, nos cultures et ont fait de nous ce que nous sommes. Je vous remercie de votre attention.